Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée Parlons droit. Que faut-il comprendre par Parlons droit? Est-ce qu'il s'agit de thèmes qui vont s'articuler autour de la justice et des lois, ou est-ce qu'il s'agit de thèmes qui vont s'articuler sur la sincérité, sur la franchise et sur la droiture? Il s'agit en réalité d'un peu de tout cela. Pour cette première émission, nous avons l'immense honneur et le privilège de recevoir M. Moussa Mara, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Urbanisme et des Politiques de la Ville, ancien maire de la commune 4, député à l'Assemblée nationale du Mali et expert comptable de formation. M. Mara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Sey et bonsoir à tous les spectateurs et téléspectateurs d'Africa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème de la gestion des finances publiques. Nous savons qu'au Mali, et ce n'est pas qu'au Mali, aucun pays n'est à l'abri de la corruption. Et pour répondre efficacement à ce mal, il est nécessaire forcément d'avoir une bonne gestion des finances publiques. Donc avant d'aller nous expliquer de manière sommaire quels sont les objectifs des finances publiques, il serait peut-être bien déjà d'entrer que vous nous donniez une définition des finances publiques. Mais merci bien et félicitations pour cette initiative de parler de thématiques dont on ne parle pas souvent et qui sont quand même, je pense, cruciales pour une collectivité humaine comme un pays. La question des finances publiques, elle est souvent absente de nos débats. La question de l'économie de manière générale, elle est absente de nos débats. Et donc c'est tout à l'honneur de cette nouvelle émission à laquelle je souhaite bon vent et beaucoup de succès. Mais aussi à la télévision africable d'initier des discussions autour de ces questions qui semblent techniques mais qui sont quand même, je pense, cruciales. Vous l'avez dit, moi je suis expert comptable, beaucoup plus orienté secteur privé que secteur public, mais j'ai eu quand même l'occasion de travailler sur les questions de finances publiques, de travailler avec l'État, les États d'autres pays et d'être confronté en tant que conseil, mais aussi en tant que contrôleur à toutes ces notions de finances publiques, de gestion des finances publiques. Il n'y a pas de définition consacrée. Moi, je peux simplement dire que par gestion des finances publiques, par finances publiques, il faut entendre l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place pour encadrer, organiser la collecte des ressources publiques, l'engagement et l'exécution des dépenses publiques, mais aussi le système de reddition des comptes, la comptabilité publique et d'information autour des opérations des collectivités publiques de manière générale, les opérations financières des collectivités publiques, recettes, dépenses et opérations de nature patrimoniale, c'est-à-dire sur les possessions et sur comment ces possessions sont traitées par les différents acteurs commis à cet effet. Donc c'est tous ces dispositifs qui existent à travers des textes, à travers les textes de loi, de sources régionales, puisque nous sommes de plus en plus engagés dans une intégration africaine, en tout cas sur les domaines comptables, économiques et financiers, mais aussi des textes de sources nationales. Par exemple, pour ce qui concerne le Mali, nous sommes dans l'espace UEMOA, qui est un espace économique et financier, et qui est un espace qui se traduit par la production de textes pour essayer d'harmoniser les pratiques des pays membres, et notamment dans le domaine financier et dans le domaine comptable. Nous avons plusieurs textes qui organisent les finances publiques au niveau de l'UEMOA. Nous avons des textes qui organisent la loi des finances étant le texte qui planifie et qui programme la collecte des ressources, mais aussi l'exécution des dépenses sur une année déterminée, c'est-à-dire le budget d'État pour le terme consacré. Nous avons un texte de l'UEMOA qui organise aussi la comptabilité publique. Nous avons un texte de l'UEMOA qui organise les opérations financières de l'État à travers le tableau des opérations financières de l'État.
Et nous avons un texte qui organise aussi les règles de transparence en la matière. Donc vous avez des dispositifs au niveau régional, mais vous avez des dispositifs au niveau national. Quand on regarde au niveau national, nous avons des textes qui sont pris en rapport avec les textes régionaux sur la loi des finances, sur la comptabilité publique, sur la transparence, sur les tableaux des opérations financières de l'État. Mais vous avez des textes spécifiques qui encadrent la collecte des recettes, donc le code des impôts, le code des douanes. Nous avons des règles en matière de trésor public, mais aussi en matière domaniale, parce que nous avons des ressources qui sont d'origine domaniale en rapport avec le patrimoine de l'État. Nous avons des textes qui organisent l'exécution des dépenses, donc depuis leur planification, les passations de marché, les textes de comptabilité matière, quand les biens achetés sont reçus, comment nous devons les traiter, comment nous devons suivre la vie des biens au niveau des différents utilisateurs de ces biens. Donc on a des textes en matière aussi de dépenses. Et nous avons des textes en matière de comptabilité des biens. Cette fois-ci, comme je l'ai dit, la comptabilité matière. Quand l'État achète par exemple un véhicule, il y a tout le processus de l'achat qui est réglementé par les marchés publics et autres. Mais quand le véhicule entre dans le patrimoine de l'État, il faut qu'il puisse y avoir un suivi où il se trouve, qui en est le responsable, est-ce qu'il se déprécie, et ainsi de suite jusqu'à la réforme ou jusqu'à la disparition du bien. Donc il y a des textes qui réglementent tout cet aspect. Et nous avons enfin des textes sur les questions de contrôle des finances publiques. Parce que les finances publiques sont tellement sensibles qu'il faut prévoir aussi des dispositifs pour les contrôler, et ce qui peut aller jusqu'au processus judiciaire, sanctions sur les questions d'infraction aux différents textes dont je viens de parler. Donc le dispositif des finances publiques, c'est ça. C'est l'ensemble des systèmes pour encadrer les collectes de ressources publiques, l'exécution et l'engagement des dépenses, le suivi du patrimoine de manière générale et les processus en matière de reddition des comptes, de compte rendu, de contrôle, jusqu'au processus de sanctions éventuelles. D'accord. Donc si j'ai bien compris, on dispose d'un arsenal juridique Absolument. au niveau national et sous-régional, voire international. Mais malgré cela, on constate, malheureusement, qu'au Mali, on a toujours un frein concernant cette bonne gestion. Donc, qu'est-ce qui bloque réellement? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du TOF, mais on sait aussi qu'il y a, en plus des mécanismes a priori, des mécanismes a posteriori qui permettent aussi éventuellement de sanctionner les mauvaises gestions. Donc, est-ce que c'est ces mécanismes-là qui sont défaillants ou est-ce que les outils et les instruments qui sont mis à disposition sont bons mais ne sont pas utilisés de manière efficiente? C'est quoi le blocage? Pourquoi, En fait, on a l'habitude de le dire dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres domaines. Le problème du Mali n'est évidemment pas un problème de texte. Nous avons généralement de bons textes qui encadrent notre vie publique, le fonctionnement de nos institutions, de nos administrations. Mais le problème se trouve ailleurs. Mais en matière de finances publiques, je pense que le problème, c'est aussi un peu en amont des textes. Nous avons des insuffisances structurelles à notre dispositif et nous avons, je dirais, des insuffisances opérationnelles liées aux hommes, liées aux procédures, liées à la corruption, liées aux malversations. Les insuffisances structurelles, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, les finances publiques, c'est d'abord les recettes, les ressources. La bonne gestion des finances publiques, c'est celle qui permet de maximiser les ressources. Souvent, on est focalisé sur les dépenses, détournements et autres, ça c'est fait sur les dépenses. Mais en matière de gestion des ressources, nous avons des insuffisances importantes. La première des insuffisances, pour ma part, c'est que nos ressources ne sont pas optimisées parce que nous nous privons nous-mêmes de certains gisements de ressources. Quand on regarde les impôts, le système de taxation dans notre pays, nous avons des gisements importants qui ne sont pas touchés. Par exemple, la taxation des revenus. Au Mali, les revenus sont taxés. Mais il y a des revenus qui échappent à la taxation. Par exemple, tout ce qui concerne le secteur agricole. C'est vrai, l'agriculture, c'est beaucoup de populations pauvres. Mais l'agriculture, c'est aussi beaucoup de personnes riches. Si vous regardez autour de Bamako, vous avez des grandes fermes et autour des grandes villes qui produisent et qui génèrent des revenus importants qui ne sont pas taxés. Parce qu'on dit que l'agriculture ne doit pas être taxée. Je pense que là, c'est un gisement. Vous avez un autre gisement. Ça, pour moi, ça c'est
tout ce qui concerne les revenus financiers, les revenus mobiliers et même les revenus fonciers. Dans ce domaine-là, nous avons des taxes qui existent, mais les taxes ne sont pas à des niveaux appropriés. Nous avons de très hauts revenus qui échappent à beaucoup de taxation. Nous avons aussi la taxation de la propriété dans notre pays. Et ça, c'est un véritable scandale. La propriété au Mali n'est pas suffisamment taxée. Et quand vous regardez les grands pays au monde, et même les pays dans l'histoire qui sont arrivés à faire de grandes civilisations, généralement c'est adossé à un système fiscal qui est juste, qui est équitable et qui permet à ce que ceux qui gagnent le plus payent le plus en termes de taxes. Ce n'est pas encore le cas dans notre pays. Par exemple, la propriété foncière. Vous avez des citoyens maliens qui se retrouvent avec des centaines de parcelles, souvent dans l'ACI 2000, qui font de la spéculation, qui thésaurisent le foncier, qui ne payent pas de taxes. À côté de ça, vous avez certains qui gagnent 100 000 francs, 150 000 francs, qui avec la taxe sur le salaire plus la taxe sur la consommation, la TVA et d'autres taxes, se retrouvent à payer plus d'impôts par rapport à leurs revenus que ceux qui gagnent des centaines de millions ou des milliards de francs CFA. Donc je pense que nous avons un effort important à faire sur la taxation juste, sur l'impôt juste, et notamment l'impôt sur le revenu juste. Ça, c'est structurel. Et ça, on le partage avec la plupart des pays africains. On n'a pas une fiscalité efficace et efficiente. Ça, c'est une insuffisance des finances publiques. La deuxième insuffisance structurelle, c'est la qualité de nos dépenses. Nous dépensons beaucoup, mais souvent nous dépensons mal. Je donne quelques exemples. Premier exemple, quand on regarde les dépenses de fonctionnement, et notamment les achats de biens, équipements, fournitures et autres, vous verrez que nous importons essentiellement ce que nous consommons en la matière. Alors qu'au même moment, nous avons des industries, nous avons des artisans qui produisent les mêmes produits. Si vous allez par exemple dans le bureau d'un ministre ou dans le salon d'un ministre, vous verrez des meubles qui viennent d'Italie ou de Dubaï. Mais au même moment, nous avons des artisans qui produisent la même chose. Allez, si on va comparer au Burkina, nous avons énormément d'efforts à faire par rapport au consommé local. Quand on consomme localement, le bien est là et puis les ressources sont là. La qualité de la dépense, c'est aussi que nous avons tendance à plus payer le fonctionnement que les investissements. Et quand il y a des difficultés, nous abandonnons les investissements, on se focalise sur le fonctionnement. Et nous allons quelquefois même jusqu'à nous endetter pour payer le fonctionnement. Vous voyez, chaque semaine on dit l'État malien sort sur la place financière. Chaque semaine, vous voyez, on a collecté 25 milliards, on a collecté 30 milliards. Mais on ne se pose pas la question, c'est 25 ou c'est 30 milliards, c'est pour faire quoi? Et des fois, vous allez être surpris qu'on s'endette sur 5 ans, sur 6 ans, avec un taux d'intérêt de 6%, de 5%, pour simplement payer soit le remboursement d'un précédent endettement ou payer le fonctionnement courant. Alors que la dette doit être utilisée pour financer l'investissement, afin de générer des revenus qui puissent permettre de rembourser la dette demain. Mais si vous prenez une dette pour financer le fonctionnement, c'est difficile. Par exemple, vous, M. Sey, vous vous endettez auprès de la BIM à hauteur de 5 millions pour payer des costumes. Dans 2-3 ans, quand vous allez avoir remboursé, je ne sais pas comment vous allez faire, parce que normalement, cet endettement devrait être utilisé pour investir dans une affaire qui va vous générer des revenus vous permettant de rembourser l'endettement. Mais c'est comme ça que nos finances publiques sont souvent gérées. Donc, structurellement, déjà, nous avons des insuffisances. Maintenant, après, dans le cadre opérationnel, nous avons évidemment des insuffisances. Nous avons des insuffisances par rapport au respect de nos textes. Nous avons des insuffisances par rapport à toutes les malversations de manière générale. Dans la collecte des recettes, il y a beaucoup de malversations. Nous donnons des exonérations fiscales à des gens qui doivent normalement payer des impôts qui ne le font pas. Et souvent, ça fausse même la concurrence entre les opérateurs économiques. Et dans l'exécution des dépenses, évidemment, vous l'avez dit, les surfacturations, les livraisons fictives de biens, tous ces travers qui existent et qui font que nos finances publiques ne sont pas bien gérées et qui font que, pour un pays pauvre, nous avons des déficits importants et nous sommes obligés d'aller mendier les puissances extérieures pour nous aider à couvrir nos déficits. Alors qu'intrinsèquement, en regardant les vrais sujets, je pense que nous pouvons nous-mêmes améliorer
la gestion de nos finances publiques et accroître nos recettes, maîtriser nos dépenses et donc être dans un circuit beaucoup plus vertueux que le circuit actuel. Donc, M. Mara, de manière un peu plus personnelle, nous savons que vous avez été Premier ministre, que vous avez été maire, donc vous avez eu à gérer les citoyens et la cité. Et on se rappelle qu'à l'Assemblée nationale, lorsque vous étiez Premier ministre, vous êtes venu justifier l'achat de l'avion présidentiel. Maintenant, est-ce que, après coup, après réflexion, non seulement vous pensiez que cet achat-là en valait la peine, c'est-à-dire qu'il y a eu une bonne utilisation ou une bonne gestion des finances publiques, et est-ce que vous pouvez nous édifier sur le prix du dit avion? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de prix. Il y en a qui ont parlé de 8 milliards, il y en a qui ont parlé de 9 milliards, il y en a qui ont parlé de 17 milliards, il y en a qui ont parlé de 21 milliards. Et comme j'ai dit, ce n'est plus une fourchette, c'est un râteau. Donc, est-ce que, si possible, vous pouvez nous donner le prix de cet avion-là? Ok. Sur cette question, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Vous avez parlé de l'opportunité. Vous avez parlé ensuite du prix. Moi, j'ai entendu évidemment beaucoup de polémiques, me concernant d'ailleurs par rapport au président, parce que le président a donné un prix dans une interview à Jeune Afrique. Le président avait dit que l'avion a été payé 18 milliards et demi dans Jeune Afrique. Et moi, à l'Assemblée nationale, j'ai indiqué que l'avion nous a coûté 20 milliards. Je crois que d'ailleurs la polémique sur le prix est partie plutôt de ça. Ça veut dire que le président et le Premier ministre ne donnent pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf qu'il s'agit de choses légèrement différentes. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. La première chose, c'est que l'avion a été payé à des propriétaires australiens. Donc il y a eu un prix qui a été payé aux propriétaires. Et le prix qui a été payé aux propriétaires, c'est 18 milliards et demi. C'est ce que le président de la République a indiqué dans son interview à Jeune Afrique. C'est-à-dire 38 millions et demi de dollars. Et l'avion a été payé, l'avion a été stationné en Californie, à San Francisco. Et l'avion a fait plus de 3 mois entre la date de paiement et sa date d'arrivée à Bamako. Pendant ces 3 mois, il y a eu des frais de stationnement qui ont été payés. Il y a eu des frais de commission qui ont été payés aux intermédiaires. Et l'avion avait été immatriculé dans un paradis fiscal. Il y a eu des frais qui ont été payés. Maintenant, l'acheminement et les frais d'assurance, tous ces frais qui ont été payés ont coûté 1,5 milliard. Donc, si vous faites 18 milliards et demi payés aux fournisseurs et 1,5 milliard payés à différentes occasions entre décembre 2013 et avril 2014, ça fait bien les 20 milliards de coûts. Donc, nous avons payé 18 milliards et demi prix d'achat et l'avion nous a coûté 20 milliards parce qu'il y a eu des frais qui ont été payés en plus. Ça, ce sont les informations que je vais donner. Je l'ai déjà dit une fois, hein, mais vous savez, sur cette question, il y a tellement de discussions et de polémiques que ça n'en finit pas et ça n'en finira pas. La preuve, vous me posez la question. Ça, c'est un peu le déroulé. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que dans l'avion, dans l'achat de l'avion, beaucoup de personnes parlent de moi. Alors que l'avion a été acheté, je n'étais même pas au courant, moi, personnellement, puisque j'étais ministre. L'avion a été payé en décembre 2013. C'était du temps où Tatamli était Premier ministre, et puis je crois que les personnes, ministre des Finances, Philippe Boiré, ministre de la Défense, Soumaïlou Boué Maïga, ministre de l'Équipement, Général Koumaré, plus la présidence, et puis je crois Ben Barka ont été impliqués dans l'achat. Donc moi, en fait, je suis arrivé au moment de l'avion, quoi. L'avion est arrivé en avril et ça correspond au moment où je devenais Premier ministre. Et donc les gens ont vu l'avion avec ma présence. Et ensuite, nous avons eu des débats à l'Assemblée à l'occasion de la présentation de la déclaration de politique générale en fin avril. C'est là où l'opposition m'a posé la question. Donc ça, c'est un peu les aspects liés au déroulé. Maintenant, il y a l'opportunité. Vous me posez une question que personne ne m'a posée, en fait. C'est de dire, est-ce que cet avion, il était opportun de l'acheter? Est-ce que moi, si j'avais la décision de l'acheter, je l'aurais fait? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Pour quelqu'un qui est un expert comptable, qui est, je pense, un véritable apôtre de la bonne gouvernance, moi, je n'aurais évidemment pas payé un avion. Surtout pas le contexte dans lequel c'est arrivé. Parce qu'en ce moment-là, le président prenait fonction, les difficultés, la question du Nord, les difficultés financières. Ce n'était pas le moment de payer un avion. Mais bon, ça s'est fait, ça s'est fait. L'explication qui a été donnée et que moi j'ai donnée à l'Assemblée, c'est qu'en ce moment-là, le président, il louait des avions. Puisque quand il a pris fonction, l'avion qui était là,
qui avait été utilisé pendant la transition par Diongouda et avant par ATT, le président a jugé cet avion pas fiable en se basant sur des diagnostics qui avaient été faits par un certain nombre de personnes, du fait que l'avion n'était pas assuré, que l'avion, il y avait des problèmes sur sa propriété supposée. Il avait jugé que l'avion n'était pas fiable. Et donc, pour ses déplacements, il louait des avions. À un moment, sans doute, les financiers ont dû lui expliquer qu'en continuant à louer des avions, au bout de quelques mois, on allait dépenser autant que si on achetait un avion. Ça, j'ai donné un peu cette explication à l'Assemblée. Mais il est clair que le contexte de notre pays, et je viens de le décrire sur le plan comptable et financier, il n'est pas rose. Et d'ailleurs, il est de moins en moins rose, parce qu'avec le contexte coronavirus, avec beaucoup de choses, on est en train de revoir le budget de 2020 avec des baisses de recettes et avec une augmentation de dépenses. Donc la situation est encore plus difficile. Ce contexte ne se prête pas à l'achat de biens somptuaires. J'ai dit tout à l'heure que quand on s'endette pour acheter un bien, il vaut mieux acheter un bien qui génère des revenus qui puissent vous permettre de rembourser l'emprunt. Et il est clair que l'avion n'est pas de la catégorie de biens qui peuvent générer des revenus. Moi, à la place du président Ibeka, je ne l'aurais pas fait. Mais je n'étais pas à la place du président Ibeka. Parfait. Donc, même si vous avez un peu été pris au vol par rapport à l'avion présidentiel, c'est-à-dire que vous vous êtes fait embarquer parce que justement vous êtes venu, mais vous avez trouvé que les choses avaient déjà été faites en réalité. Vous avez eu, comme on l'a dit un peu plus tôt, à gérer la cité et les citoyens. Donc vous, en tant que personne publique, en tant qu'homme d'État, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette gestion-là au niveau communal, voire au niveau national? Et ces initiatives que vous avez prises, au-delà, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent être envisagées pour que justement demain, on puisse avoir une meilleure gouvernance financière qui permette au Mali de peut-être sortir de cette situation critique? Oui, pour ma part, comme vous le savez, je l'ai dit, j'ai l'avantage d'être un comptable et un financier, donc de m'y connaître un peu dans la question de gestion des ressources, de manière générale, donc des ressources publiques. Quand j'étais maire, avec le pouvoir d'être le premier responsable, ce qui n'est pas vraiment le cas de ministre et de premier ministre, on a un certain nombre de contraintes. J'ai pris beaucoup de mesures qui ont suscité une augmentation importante de ressources. Je vous donne juste un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est par rapport aux taxes payées par les opérateurs économiques de la commune. Vous savez, il y a une taxe municipale que tout le monde paye. Quand moi je suis arrivé en commune 4, la taxe municipale était très mal encaissée. Elle était à 36 000, non 18 000 francs. Et les gens ne la payaient pas beaucoup, notamment les petits artisans, les commerçants qui ont vraiment des petites activités. Quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai appelé les artisans et je leur ai dit, bon, la taxe de 18 000 par an, vous estimez qu'elle est élevée. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Les artisans nous ont dit, il faut la baisser. Parce que là, vraiment, on ne peut pas la payer. Et en plus, pour ne pas avoir de problèmes, nous donnons des pots de vin aux agents qui viennent recouvrer. J'ai dit, OK, nous allons passer de 18 000 à 6 500. C'est-à-dire on a diminué la taxe de presque 60%. C'est vous qui allez collecter cette taxe. Je ne vais plus envoyer d'argent. C'est vous qui allez collecter cette taxe et vous allez la reverser. Par contre, je connais le nombre d'artisans qui doivent payer. Donc, il y a un montant auquel je m'attends comme taxe. Si vous voulez, vous ajoutez un peu pour permettre le financement de la collecte. J'ai signé une convention avec les artisans. Figurez-vous qu'on diminue la taxe de 60% et nous avons augmenté les recettes de plus de 70%. Parce qu'il y a simplement plus de personnes qui ont payé. Et nous avons en plus éliminé la corruption des agents qui prenaient les 500 francs, les 1000 francs, en baissant la taxe des gens. Donc, de quelque part, en baissant les taxes, on peut arriver à des résultats importants. La commune encaissait autour de 20 millions et la commune est passée à plus de 30 millions en baissant les taxes. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Et évidemment, quand j'ai dit le consommer malien,
Tout ce que nous payons comme meubles et autres, nous les payons absolument auprès des artisans. Zéro importation. Quand je suis arrivé à la primature, pour faire assez simple, il y a un certain nombre d'exemples que je cite. Premier exemple, j'ai demandé au ministre de l'économie et des finances, puisque quand j'étais Premier ministre, chaque ministre signait un contrat de performance. Je dis, Madame le ministre de l'économie et des finances, c'était Madame Philippe Boiré, vous devrez maintenant vous battre pour augmenter nos recettes fiscales de 1 point de PIB chaque année. 1 point de PIB pour le Mali, c'est 120 milliards. Nos recettes fiscales, vous devez les augmenter de 1 point de PIB. Et maintenant, je ne suis pas resté suffisamment de temps pour m'assurer que, ainsi de suite. Mais ça, c'est pour fixer le cap. Au niveau des dépenses, quand je suis arrivé à la primature, la cité, presque tous les ministères et la plupart des bureaux avaient des téléphones fixes portables WhatsApp. Nous avons fait un inventaire de téléphones fixes portables WhatsApp et nous nous sommes rendus compte que certains de ces téléphones étaient des cabines téléphoniques dans les quartiers de Bamako. C'est-à-dire l'État payait la facture tous les mois et les gens amenaient quelque part et puis ils encaissaient les ressources de la cabine téléphonique. J'ai supprimé l'ensemble des WhatsApp, ça c'est 800 millions d'économies pour l'État. J'ai initié le contrôle physique des fonctionnaires. Le résultat est venu après moi, mais ce résultat a généré une économie de plus de 20 milliards, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de 8000 agents fictifs. Et c'est moi qui ai commencé les vidéos, les réunions par vidéoconférence, qui sont maintenant utilisées à cause du coronavirus. Et les réunions par vidéoconférence permettent d'économiser les missions et les déplacements. D'ailleurs, en 2020, l'État est en train d'anticiper une économie de 5 milliards de francs CFA sur les déplacements et les missions. Mais ça, c'est une économie forcée. C'est parce que le coronavirus empêche de faire les voyages qu'on a économisé. Mais si on avait bien organisé ces choses, on aurait pu économiser ces milliards avant, parce qu'on a les systèmes pour faire les vidéoconférences et autres. Ça, ce sont un certain nombre de choses que j'ai engagées, qui ont entraîné des économies et autres. Et je pense qu'il faut poursuivre dans la direction. Maintenant, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, si on veut renforcer la gestion des finances publiques, il faut toucher à la gouvernance. Et si on veut toucher à la gouvernance, il faut toucher au leadership. Le vrai problème de notre pays, c'est une question de leadership. C'est que notre leadership, en grande partie, n'est pas honnête, je vais dire ça comme ça. Quand les gens accèdent aux responsabilités, quelles qu'elles soient, le premier réflexe, c'est de dire, bon, je suis là pour un temps déterminé, il faut que j'essaie d'amasser le maximum de ressources. Quand le chef lui-même cherche à s'enrichir, il ne faut pas aller demander à cette administration d'être vertueuse dans la gestion des finances publiques. Ça veut dire que c'est l'administration qui va être orientée maintenant pour servir les moyens du chef. Malheureusement, c'est cette tendance qui est vraiment ancrée profondément dans le leadership de notre pays. Donc pour moi, il faut qu'on travaille à améliorer le leadership, qu'on travaille à améliorer la gouvernance, qu'on mette en place davantage de dispositifs d'évaluation et de contrôle, et après qu'on sanctionne. La sanction, ça c'est le vrai problème de notre pays. Nous avons beaucoup de dossiers qui sont à la justice, et nous avons très peu de procès qui sont organisés. Si on travaille sur tous ces segments-là continuellement, je pense qu'on peut arriver à renforcer notre dispositif. D'accord. Monsieur Marais, il ne reste plus qu'une minute. Donc je vais vous donner le mot de conclusion. Si vous avez peut-être une citation qui vous marque, et puis un vœu pour le Mali et pour les Maliens. Et juste avant cela, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que, ça peut être une question qui va rester peut-être en suspens, mais est-ce que le problème n'est pas aussi un problème systémique? C'est-à-dire que, quels que soient les leaders, quelles que soient les personnes qu'on met à la tâche, effectivement, on ne peut pas exiger de la probité morale de tout le monde. Si les sanctions sont là, et je suis parfaitement d'accord avec vous, et que c'est assez dissuasif, je pense que beaucoup vont réfléchir à deux fois. Parce que si on te prend la main dans le sac, au sens propre comme au sens figuré, tu sais que derrière, les sanctions vont tomber. Donc à partir de ce moment-là, on pourra inculquer une sorte de discipline dans la gestion des finances publiques. Donc je vais vous laisser conclure. Oui, vous avez raison, mais vous avez même les sanctions pour les appliquer, c'est aussi lié à un leader quelque part. Bien évidemment. Il y a une citation que j'aime bien, c'est une citation de Kizerbo.
et qui résume à peu près ce que j'ai dit. Il a fait énormément de citations. Mais il y en a une particulièrement qui dit, quand vous dormez sur la natte de quelqu'un, c'est comme si vous dormez par terre, parce que cette natte ne vous appartenant pas, la personne peut l'enlever à chaque fois. Moi, j'ai l'impression que nous, la gestion de nos finances publiques, on a intégré le fait de dormir sur la natte de quelqu'un. Quand on fait nos budgets, quand on planifie nos ressources, nos dépenses, nous planifions avec déjà les dons qu'on nous donne. Et tant que nous sommes un peu dans ce système, je pense qu'il y aura toujours beaucoup de laxisme. Parce qu'on se dit, oui, quel que soit Alpha, ces gens-là vont avoir pitié de nous, ils vont nous donner un peu. Même regardez avec le problème du coronavirus, le premier réflexe qu'on va demander aux puissances occidentales, est-ce que vous ne voulez pas annuler votre dette? Parce que vraiment, mais nous avons pris ces dettes, nous les avons utilisées et quelque part, nous avons détourné une partie de ces dettes. Je pense qu'il faut qu'on change cette mentalité de dormir sur la natte des autres. Il faut qu'on investisse sur le renforcement de nos propres ressources. J'ai dit tout à l'heure, nos ressources, il y en a. Parler de fiscalité, des domaines qui ne sont pas suffisamment taxés et autres. Il faut qu'on travaille pour générer beaucoup de revenus propres. Il faut qu'on dépense mieux, qu'on économise dans les dépenses et qu'on aille progressivement vers l'équilibre de nos budgets et donc notre autonomie financière. Parce que c'est lui qui donne, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Il faut penser à ces choses-là. Merci. Donc moi, je pense qu'on a des pistes. Il faut se battre. Et Inch'Allah, demain sera meilleur. Inch'Allah. Donc je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci bien. C'était un débat direct, franc et sans détour. C'était un format assez court de 26 minutes, mais justement c'est pour qu'on puisse aller directement à l'essentiel. Donc on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine émission, normalement dimanche prochain, à la même heure et sur la même chaîne. Merci bien. Merci encore. Et bonne soirée. Merci à vous.